Et bien voilà, comme annoncé, vous ne me voyez pas, hein, donc ne vous fâchez pas, nous avons annoncé cette émission d'aujourd'hui. Les Africains vont prendre des décisions contre justement la France, contre les Occidentaux. Nous allons dire des choses que nous devons tous accepter, que ce soit des vérités, des fois des vérités blessent, mais je pense qu'on est là pour ça. Nathalie Yam, elle est là déjà au studio. Bonjour Nathalie. Bonjour. On démarre l'émission dans 2 minutes, donc on reste scotché. Il y a aussi Comblanc Pogli, vous ne le voyez pas encore sur la vidéo, mais il est quelque part derrière le studio. Il est en train de mijoter quelque chose. Donc restez tous patientes et patients. Elle fait ça, c'est pour vous et pour moi. Nous allons quand même dire beaucoup de choses qui vont nous choquer, mais c'est pour le bien de l'Afrique aussi. Restez scotchés sur le www.canalk.ch et sur notre page Facebook. Alors, Nathalie, oui. Comment? On dit quoi? Non, mais c'est l'Afrique qui gagne quand même. Hein? T'es quand même bien pour le live. Hein? T'es prête pour le live? Je suis prête. C'est la deuxième fois que tu viens au studio, ça me fait plaisir. La dame de Sochi. J'ai beaucoup de plaisir à venir ici. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, pas du tout, parce que les Africains, nous devons rester unis. Tout à fait. Et bien voilà Rodrigue. Hein? Comme là. Voilà. Toi, tu es toujours comme là. Kanal K. Niestety chomik nie może odpowiedzieć. Heinrich Swarberg, La Riga Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen. Sans socle, sans odeur, Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Oui d'accord, viens la voyer. Oui d'accord, il a trouvé. Soso glosso mi, elo salado. Soso glosso mi, elo salado. Mimi la zudo et tonto la zudolo. Oui d'accord, viens la voyer. Oui d'accord, il a trouvé. Oui d'accord, viens la voyer. Oui d'accord, il a trouvé. Bonsoir l'Afrique, bonsoir amis panafricains, bonsoir aux invités que je me permettrai de vous présenter dans quelques instants. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient nos terres et nous la Bible. Amis fidèles auditrices et auditeurs de Canal K, de Phénomène sur l'Afrique et de Radio Avoleté. Ceci nous ramène, c'est justement de Jomo Kenyatta, père de l'indépendance de Kenya. Et ces mots nous ramènent dans votre émission Phénomène sur l'Afrique. Le sommet France-Afrique, initialement prévu à Montpellier en juillet, a été reposé au mois d'octobre prochain. Sommet France-Afrique, les Africains arriveront-ils à rompre avec le pacte colonial? C'est le débat panafricain avec nos invités qui sont déjà au studio. Je l'avais annoncé, Nathalie Yam, la dame de fer de Sochi. Bonsoir Nathalie Yam. Bonsoir. Merci d'être au studio de Canal K.
C'est un plaisir d'être là. Nous avons également Komla Pogli, hein, je vais les présenter très prochainement ou dans quelques minutes. Bonsoir Komla Pogli. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Non. Je suis très ravi d'avoir deux combattants, deux Africains aguerris dans cette émission panafricaine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et dans la deuxième partie, nous irons au Togo. On se pose la question, Togo, est-ce qu'on peut renverser ce régime militaire? Parleront-ils, hein, ou bien parlera-t-on d'une lutte de libération? Nous allons parler avec Komla Pogli. Et encore une fois, merci d'être au studio de Canal K, à tous les invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la France-Afrique, hein, on en a parlé. On va en parler tout à l'heure. D'abord, Nathalie Jambe, vous êtes conseillère exécutive de leader de Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est un débat panafricain très attendu par beaucoup d'auditeurs. Alors, comment se passe la politique en Côte d'Ivoire après la dernière élection présidentielle? Oh, écoutez, la Côte d'Ivoire, les habitants de Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire sont en pleine phase de délestage, aussi bien de rationnement d'électricité que de rationnement d'eau, que de rationnement de justice, rationnement de démocratie, et on a aussi pu observer du rationnement de Premier ministre, puisqu'il en disparaît les uns après les autres. Donc la Côte d'Ivoire va comme le reste de l'Afrique. Le poste de Premier ministre fait peur en Côte d'Ivoire alors? Oh, je ne sais pas s'il fait peur. Ce sont les populations qui s'émeuvent. Sinon, les candidats pour s'y asseoir sont toujours là. Et je ne pense pas qu'il y ait un shortage. D'accord. Je pense que ce n'est pas le poste qui fait peur. D'accord. C'est beaucoup plus d'autres choses qui font peur. Justement. Alors, Nathalie Jambe, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'Afrique gagne, l'Afrique berceau de l'humanité, l'Afrique qui regorge beaucoup de ressources minières, l'Afrique est très riche, même entre guillemets pauvre, c'est ce que disent beaucoup d'Occidentaux. Le sommet France-Afrique, hein, initialement prévu à Montpellier en juillet, a été repoussé au mois d'octobre prochain. Le thème, est-ce que les Africains arriveront-ils à rompre le pacte colonial? La première réaction. Oh, écoutez, le report du sommet, pour moi, n'est pas une source de joie, puisque je crois que l'annulation pure et simple de ce sommet serait une victoire pour nous. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de ne plus répondre aux convocations du maître de nos colonies, qui est Emmanuel Macron. En tout cas, c'est comme ça qu'il se considère, c'est comme ça qu'il se comporte. Cette fois-ci, dans cette édition, il a décidé, parce que nous avons, avec notre mobilisation à tous sur le terrain, réussi à casser son groove de patron des chefs d'État. Il a décidé cette fois-ci d'organiser un sommet sans les chefs d'État. Il a convoqué les chefs d'État ce mois-ci à Paris pour parler d'économie et de dette, et il se réservait Montpellier pour échanger avec les sociétés civiles africaines. Société civile qu'il a pris le soin de faire sélectionner soigneusement auparavant pour qu'il n'y ait pas de voix discordantes ou de voix qui le contredisent trop. Je trouve qu'il est temps que nous arrêtions ces sommets avec l'ex-puissance coloniale. Je me réjouirai le jour où l'on aura fait 10 ans sans avoir de rencontre France-Afrique ou Afrique-France, parce qu'ils ont vite changé le nom parce que c'était trop difficile. On va aller dans les détails dans quelques minutes. Alors, comme la Pogli, je le dis, hein, je vais vous présenter maintenant. Vous êtes secrétaire général de Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Vous êtes également président de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Alors, comment d'abord se porte cette communauté togolaise en Suisse? La communauté togolaise en Suisse se porte mal. Très mal. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord, c'est bien. Je suis très content parce que dans cette émission, on veut parler sans langue de bois. Voilà, on est désorganisé, il y a plein de conflits interpersonnels de bas étage. L'indifférence, les gens sont arrivés à un moment où ils ne croient plus en rien. L'individualisme forcené. Tout ceci fait que la diaspora togolaise ici en Suisse est totalement désorganisée, est dans une position de faiblesse énorme. Et le défi maintenant pour nous, c'est de diagnostiquer
les problèmes et ensuite proposer des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de réécrire les statuts de la CTS pour les adapter aux préoccupations qui sont les nôtres et puis essayer de réorganiser complètement cette diaspora. Je pense que nous sommes obligés, voilà, de faire ce boulot-là, ce travail-là. Et si les Togolais veulent aussi bien peser ici, parce qu'on est là pour le moment, si on veut peser ici et être des acteurs incontournables dans notre pays et sur notre continent, nous sommes obligés de nous organiser. L'organisation est la clé. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Exactement. Alors, venons-en au thème d'aujourd'hui, hein, le sommet France-Afrique, France-Chine, France-Russie, France-Tant. L'Afrique intéresse beaucoup de pays en Occident. Alors, la France revient tout le temps. Hein. Moi, personnellement, je vous connais, vous avez combattu la France-Afrique pendant des années. On n'a pas encore eu de gain de cause. Alors, le sommet France-Afrique, hein, qu'est-ce que ça... On revient. Ça veut dire quoi, Rodrigue Poli? Ces sommets sont ce qu'on peut appeler la continuation du système colonial. C'est-à-dire que c'est la manifestation même de la domination qui est exercée sur le continent africain dans son ensemble. Parce qu'un pays ne peut pas convoquer un continent entier pour lui dicter son agenda. Et quand c'est le cas, puisque aujourd'hui c'est ce qui se fait, aussi bien les sommets France-Afrique, qui sont aujourd'hui, on tourne juste l'appellation de cette chose-là en disant sommet Afrique-France, ça ne change rien du tout au contenu du problème. Et les acteurs sont les mêmes. Sommet Russie-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique, Japon-Afrique, Turquie-Afrique. Hein, donc, vous voyez, donc c'est tout le monde qui est en Afrique. Et puis le continent africain est un continent qui a une importance géoéconomique et géopolitique majeure, d'une importance capitale. Et ce continent, il est toujours dans sa position de colonisation et ces sommets sont le symbole même, hein, de la domination coloniale qui est exercée sur l'Afrique par l'ensemble de ces pays. D'accord. Je pense que Nathalie me dirait la même chose, mais moi je vais poser une question très très pertinente à nous tous. Très souvent, on parle des intellectuels. Ce n'est pas Kokou qui habite à Yopougon ou Pacha qui habite à Kara, au fin fond au nord du Togo, qui est un citoyen lambda qui signe ces contrats. Justement, ce sont des intellectuels, hein, des ingénieurs africains qui ont fréquenté en Europe, aux États-Unis. Justement, quand on parle de ce sommet, on écoute ce nom-là qui est encore familier aux Africains, Achille Mbembe, un Camerounais donc. Qu'on ne présente plus justement accepter de conduire une mission proposée donc par Emmanuel Macron pour avoir, hein, au cours de ce sommet, avoir un échange direct avec la société civile. Et on se pose la question, à quoi jouent concrètement, hein, nos intellectuels africains? Parce que la question se pose dans les coulisses, Nathalie. Oh, il joue un rôle très connu que l'on connaît dans toutes les guerres, malheureusement souvent celui des collabos, celui de ceux qui collaborent avec l'ennemi pour des raisons de convenance personnelle, qui pensent qu'ils ont besoin du haut de leurs diplômes universitaires ou de l'eau de leur piédestal sur lequel ils pensent être posés, qu'ils ont le droit de parler au nom des autres, de penser au nom des autres. Et j'ai beaucoup de peine. En tout cas, ce sont ces intellectuels qui ont des diplômes, hein, qui ont fréquenté ici. Hein. Non, ils ont des diplômes, tout le monde a des diplômes. Enfin, beaucoup de gens ont des diplômes, mais avoir un diplôme ne qualifie pas quelqu'un plus qu'un autre à se battre. Vous savez, ceux qui ont fait, par exemple, avancer la lutte de libération en Afrique n'étaient pas forcément les plus diplômés de la terre, et pourtant leurs acquis sont là. Non, ce que je regrette, c'est que il est des gens qui sont intellectuels, qui ont des diplômes, donc, puisque c'est de ça dont ils se prévalent, que ces gens-là pensent en 2021, là où on est, qu'on a encore besoin, ils ont encore besoin du colon pour venir penser pour nous. C'est-à-dire, ils se laissent mettre en mission par Emmanuel Macron, qui est notre adversaire. Ils se laissent mettre en mission par lui
pour venir nous dire comment on doit repenser les rapports France-Afrique. Est-ce que les chefs d'État africains font partie de ces intellectuels-là? Oh, bon, ça dépend du qualificatif que vous donnez à intellectuel. J'ai entendu Achille Mbembe, dont vous avez parlé tout à l'heure, qualifier ceux qui s'expriment sur les questions du moment, comme le CFA, comme les relations France-Afrique, de lumpen intelligentsia, comme le lumpen prolétariat. Il nous disqualifie, il ne connaît pas l'état de nos diplômes, mais moi je n'ai même pas envie de parler de nos diplômes. Je dis ce qui nous qualifie pour la lutte que nous menons, c'est notre patriotisme, nos principes, nos valeurs, notre engagement. Et je suis au regret de constater que ceux que la France recrute, que l'Élysée recrute, à part des diplômes obtenus il y a bien longtemps, ont abandonné le combat peut-être pour lequel ils s'étaient engagés à un moment donné, mais qui certainement leur semble trop compliqué. Avant de relancer Conrad Pogli, dira-t-on, Nathalie, que ces intellectuels africains peuvent être considérés entre guillemets comme des traîtres? Oui, c'est des collabos, c'est des collabos, c'est des gens qui nous freinent, c'est des gens que, vous savez, je vais vous donner un petit cours de politique perverse. Hein. Quand vous voulez rendre quelqu'un crédible, de votre équipe crédible, vous essayez de le maltraiter pendant un certain moment, comme ça tout le monde pense que vous êtes en palabre, que vous avez des problèmes les uns avec les autres, et donc quand cette personne va s'exprimer sur un sujet, on va dire « Ah, mais voilà, lui, c'est l'adversaire de Nathalie, donc s'il dit ça, ça veut dire que c'est ça qui est vrai. » Et c'est un peu ce qu'on observe. On choisit des gens, et c'est ce à quoi doivent servir d'ailleurs ce sommet de Montpellier. Ça doit servir à l'Élysée de pouvoir recruter un nouveau personnel france-africain parce que les anciens sont de plus en plus grillés, de plus en plus démasqués. Il faut en recruter de nouveaux qui vont pouvoir s'établir comme étant des gens parmi nous, ceux qui luttons contre le système, alors qu'en fait, ils sont là pour vraiment cisailler notre lutte à la base. On essaye de leur bâtir une crédibilité, on prend des gens qui ont acquis une certaine crédibilité, mais dont le rêve final, c'est de recevoir l'onction de Paris, l'onction de l'Élysée, et c'est très dommage. C'est dommage. On est en train de s'indigner. On va voir si on doit proposer des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement devant cette situation? Alors, comment Pogli? Vous avez vu, hein, vous l'avez entendu, Achille Mbembe n'est plus à présenter à beaucoup d'Africains qui sont aguerris, qui sont avertis. Alors, Achille Mbembe, Macron le choisit, entre guillemets, vient parler à tes frères. Quelle est ta réaction par rapport à ça? Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que ce qu'on appelle abusivement les intellectuels africains. Les intellectuels africains, ce sont ceux qui sont formés par le colon. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont issus, c'est des gens qui sont issus. Tu parles bien la langue de Molière. Oui, mais c'est là justement où vous allez comprendre mon explication. C'est-à-dire que ce que le système appelle intellectuels, ce sont ceux que l'école coloniale a formés, ceux que la colonisation a armés, c'est-à-dire le système colonial a semé dans la tête de ces gens-là l'esprit de l'Occident, en sa manière de penser, sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses à ces gens-là. Et donc ces gens sont en réalité des, comment on l'appelle, ce sont des hommes noirs ils ont la peau noire, mais intérieurement c'est des blancs. C'est des bounty, comme on les appelle. Donc, normalement, les intellectuels d'un peuple, ce ne sont pas ceux que le dominateur a formés. Les intellectuels d'un peuple qui est en résistance, ce sont justement ceux qui ont reçu certainement l'éducation, c'est-à-dire qu'ils ont été à l'école du colon, mais ont rejeté ce que le colon leur a enseigné. C'est ça, la première catégorie d'intellectuels d'un peuple qui est en résistance. La deuxième catégorie d'intellectuels d'un peuple en résistance, ce sont ceux qui n'ont pas du tout été formatés par le système. Donc, si nous appelons ceux qui sont habillés, à qui le maître a décerné un diplôme, si nous sommes en train d'appeler ces gens-là des intellectuels, c'est que nous-mêmes, nous contredisons et nous donnons la crédibilité à ces gens-là, alors que ces gens, ce sont justement des fabrications du système colonial. Et de temps en temps, ces gens retrouvent une petite fierté d'homme et ils haussent le ton parce que parfois l'indignité
manifestent et puis bon, en ce moment-là, ils se bougent un tout petit peu, mais leur ADN reste fermement ancré en eux et ces gens-là ne vont pas changer. Personnellement, j'ai jamais lu Achille Mbembe, j'ai jamais écouté ces histoires de la post-colonie parce que le Moltra considère que nous ne sommes pas dans la post-colonie. Nous sommes dans la colonisation. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est pour ça que moi, je n'écoute même pas ces intellectuels-là. Ces soi-disant intellectuels. Nous sommes indépendants quand même. On n'est pas du tout indépendants. D'accord, on va en parler. On va en parler. On va parler. Et si nous voulons mener une lutte de libération, si nous menons une lutte de libération, c'est parce que nous sommes justement encore dans la colonisation. Donc ces gens, quand ils viennent nous parler de du post-colonialisme, hein, c'est qu'on va former, et c'est juste... J'ai eu à écouter quelques fois Achille Mbembe 1 minute quand j'entends post-colonialisme et des histoires comme ça. Ça, c'est des choses pour endormir le peuple. D'accord. Le peuple africain doit comprendre qu'il est dans une position de colonisation et son devoir, c'est d'aller vers une lutte de libération. Et donc, ce n'est pas suivre des gens comme ça qui fabriquent des mots et soi-disant qu'ils enseignent dans les universités et tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce ne sont pas des intellectuels. Je vois que j'ai 2 radicaux dans cette émission. Et voilà, je vais quand même jouer le jeu. Je pense que d'autres Africains pensent que non. Des intellectuels africains ont fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Ils ont négocié des marchés. Ils ont essayé de combattre pour la lutte de libération dont tu parles tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on doit rester toujours, s'il faut qu'on évolue, s'il faut que l'Afrique évolue, dans nos relations avec la France, par exemple, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas faire des confrontations? Il ne faut pas aller vers la France, discuter. Vous ne pensez pas qu'on doit discuter, Nathalie? Je pense qu'on a suffisamment discuté et que on n'a même pas eu de discussion. C'était plutôt un monologue qui a lieu depuis les pseudo-indépendances. Je pense que c'est ce que Achille Mbembe doit faire. Il veut faire. Il veut dire on doit discuter. On va revoir les contrats. Non, mais nous ne souhaitons pas discuter. Nous souhaitons une rupture. Nous souhaitons une rupture claire et nette avec le colon. Mais Achille Mbembe est soutenu par beaucoup d'intellectuels également. On pense que nous ne sommes pas complets, qu'il faut toujours aller vers le colonisateur. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas répéter ce que comme l'a dit, parce qu'il l'a très bien dit. Je veux dire, ce sont des gens qui ont grandi au biberon de ce que, sous le prisme, qui voient le monde, qui voient même notre libération sous le prisme du colon. C'est très difficile de pouvoir avancer. C'est pour ça que 60 ans plus tard, nous sommes toujours dans une situation de surplace parce qu'on produit des gens qui écrivent de jolis livres, qui créent de jolis mots, qui créent de jolis concepts, mais qui, in fine, sont des champions pour avancer d'un pas et reculer de 2. Et donc, finalement, on est là où on était, on est même plus en arrière que nos parents même. Parce que vous savez, quand dans un monde normal, vos parents, quand ils vous élèvent, ils espèrent que vous vivrez quelque chose de mieux que ce qu'eux-mêmes ont vécu. Mais aujourd'hui, non. On ne peut pas dire que parce qu'on a des intellectuels qui écrivent de jolis livres, qui reçoivent de jolis prix, qui sont vus par l'étranger et peut-être même par certains d'entre nous comme ayant produit des projets qui peuvent être intéressants, que parce qu'ils se sont exprimés d'une certaine façon sur un sujet, ça doit forcément aller par là. Moi, je dis, nous sommes dans une guerre. Il faut qu'on se dise les choses comme elle est. Dans une guerre, là, on se bat avec tous les moyens nécessaires. Et ce n'est pas quand l'ennemi vous dit, bon, toi, tu vas aller pour leur dire qu'il faut qu'on discute. On ne discute pas. Et le jour où on discute, c'est à nos termes, à notre table, quand on le veut, selon notre calendrier. Je sais que Rodrigue est d'accord avec... Attends, Rodrigue. Bon, est-ce qu'on ne peut pas aller vers une confrontation avec la France? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Moi, ce que j'ai toujours admiré chez certains Africains, c'est leur propension à admirer ce que le maître sélectionne, trie et monte. Vous appelez qui le maître? Voilà, c'est que le colon, la France, les États-Unis, voilà, tous les pays qui sont présents en Afrique, qui exploitent l'Afrique, quand ils sélectionnent des gens, quand ils cooptent des gens, quand ils les montent en épingle et font d'eux des étendards et des porte-paroles des peuples africains, je vois qu'il y a un certain nombre d'Africains qui acclament ça, qui applaudissent ça, croyant que c'est par ça que nous allons obtenir quelque chose. Ce qui est une aberration extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut obtenir aujourd'hui? Qui est-ce qu'on peut avoir dans la galaxie des soi-disant intellectuels africains de la trempe de Senghor? Qui est-ce qu'on peut avoir
qui peut fréquenter, qui peut être l'homme le plus coopté que Senghor. Senghor qui était la France incarnée. Qu'est-ce que Senghor a obtenu pour les Africains? Pour que Achille Mbembe ou bien je ne sais pas qui puisse... voilà. Est-ce que Achille Mbembe dépasse ou bien a la carrure de Senghor? Non. Le maître en fait de Senghor, c'était le summum de l'homme noir. C'était l'archétype même de l'homme noir que le colon, la France, avait érigé. Senghor est mort, il n'y a rien eu, le Sénégal n'a pas avancé plus que ça. Donc, il faut que les Africains comprennent une chose. Moi, je ne veux pas passer mon temps à discuter de ces gens-là. Ces gens ne nous intéressent pas. Ce que le maître sélectionne, copte et monte comme des exemples à suivre, ça ne nous intéresse pas. Il faut rejeter ça. Parce que ces gens ne vont rien obtenir. À l'image de Senghor, qui a été sélectionné, coopté, admis même à l'Académie française pour forger des mots, il n'a rien obtenu. Donc, il faut bannir ce type d'attitude parce que cette attitude-là témoigne de notre incapacité à comprendre les problèmes qui sont les nôtres, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, à partir du moment où nous acceptons ces gens que le maître érige comme des modèles, comme des exemples à suivre, eh bien, nous avons définitivement perdu la bataille. Donc, il faut revenir... Nous avons ce rapport de force. Mais bien sûr que le rapport de force se construit. Est-ce que, quand vous voyez dans l'histoire de l'humanité, quel peuple a fait ce que les Africains sont en train de faire et il s'est affranchi? Quel peuple a fait ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire collaborer avec nos dominateurs pour se libérer? Où est-ce qu'on a vu ça? Il faut qu'on donne des exemples précis. Voilà. Oui, il faut une rupture, il faut une confrontation. On ne fera pas l'économie d'une confrontation. On devra, et je pense qu'on va en parler dans cette, dans cette émission, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit stratégique, mais il faut aussi qu'on soit clair là-dedans. Le temps du dialogue est terminé. D'accord. Quand on parle de la France-Afrique, sommet, tout ça là, on parle aussi du franc CFA. Ça choque. Et malheureusement, je n'ai pas dans cette émission des économistes, mais je pense qu'on ne va pas être économiste pour comprendre ce jeu du franc CFA. Je vous raconte une histoire pour 30 secondes. Là où je travaille, il y a un Camerounais qui m'a approché, il me dit, c'est quoi ce franc CFA? Il y a un Marocain à côté, il me dit, mais les amis, mais vous pouvez combattre jusqu'à mourir parce que la France vous pille. Un Marocain qui n'est pas dans la zone franc CFA, lui, il a compris tout de suite que voilà, le franc CFA, c'est que pour... Comment est-ce que votre franc est fabriqué ailleurs? C'est ce que le Marocain n'est pas économiste, hein? C'est la question. Alors, ça choque le franc CFA. Alors, je pense qu'il y a 8 années, on a parlé d'éco. Et Nathalie Yamboudou également participé à un colloque justement à Lomé. Et rapidement, vous avez dit non, je ne vais plus à Lomé. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oh, écoutez, j'avais été contactée par Kakonou Bouko, l'organisateur. Qui est un ancien ministre au Togo. Ancien ministre de la prospective, qui un intellectuel, puisque j'ai lu tout à l'heure avant d'arriver ici qu'il faisait la différence entre les activistes et les intellectuels. Je trouve ça très intéressant parce qu'il a fait des pieds et des mains pour avoir une activiste dans son colloque et je trouve ça assez intéressant, encore qu'il ne connaît pas l'état de mes diplômes. Non, je pense que ce qui se passe à Lomé, j'avais donné un accord de principe en attendant de recevoir le détail. Mais d'abord, pourquoi Lomé? Oh, mais parce qu'il était basé là-bas. Il voulait faire ce colloque depuis l'année dernière. Et puis, Covid est venu tout mélanger. Donc, vous savez, il travaille à l'université de Lomé aussi, enfin, avant de maintenant rejoindre lui et moi. Il a des fonctions au sein de l'université de Lomé. Donc, il avait proposé de faire ce colloque à Lomé. C'est pas plus mal, c'est ce que les gens viennent faire. On propose de faire des choses pour la France-Afrique, mais quand c'est en France et que c'est trop visible, on décide de délocaliser ce genre de trucs en Afrique. Comme ça donne l'illusion que ce sont les Africains qui travaillent pour eux-mêmes, ce qui est tout à fait une illusion. Dès lors que j'ai reçu le contenu du programme, je me suis rendu compte, ce que je soupçonnais déjà, mais j'attendais d'être fixée, je me suis rendu compte que c'était en fait une réunion qui devait servir à légitimer l'éco-Macron, ou l'éco-CFA, comme on l'appelle. Donc on peut considérer également Kakonou Bouko comme ces intellectuels africains qui veulent trahir l'Afrique.
je pense qu'on n'en est plus, à vouloir. On est en plein dans l'action, là. On n'est plus à vouloir trahir l'Afrique, on est dedans. Alors, on va y arriver. Hein. Il y a un dicton qui se dit très souvent en Afrique francophone également, ou en Afrique un peu partout. Chez nous au Togo, on dit on ne décide pas de brûler la maison de voleurs. Plutôt, on la fouille au fait fond pour essayer de voir s'il y a des vérités ou pas. Mais pourquoi ne pas vouloir participer à ce colloque pour pouvoir les affronter? Pourquoi décider de ne pas y aller? Oui, donc tout simplement parce que tout a été organisé pour ne pas me laisser ou laisser à ceux qui auraient pu apporter une voix discordante dans ce bel ensemble qui était présenté sur papier. Tout a été fait pour que notre temps de parole soit extrêmement limité et nous n'avons pas été conviés pour faire des présentations ou d'exprimer des points de vue en toute liberté et peut-être contredire ce qui allait se dire. On nous a invités pour faire joli, nous mettre dans un panel d'ouverture avec une dizaine de personnes où on va parler de généralité, mais ne pas avoir l'occasion de porter un point de vue alternatif. Et je ne vais pas embellir ou me poser là-bas comme une potiche, juste pour donner à M. Nouboubko et à ses donneurs d'ordre le crédit que, bon, si Nathalie Yambe est là-bas, si Mamadou Koulibaly est là-bas, donc ça veut dire que c'est vraiment les pro-CFA, les anti-CFA, les pro-ECOWAS qui sont là-bas. Et donc, non, je ne veux pas qu'il y ait de doute là-dessus. Ce colloque est un rassemblement qui doit légitimer une monnaie qui est un travesti du franc CFA. Ça ne m'intéresse pas, j'ai des choses plus utiles à faire. D'accord, Rodrigue Pogli, hein. Comme la Pogli. Alors, autant pour moi. Alors, parlons du franc CFA. Vous connaissez très bien Kakou Boko. C'est lui qui a organisé ces états généraux de l'écho. Est-ce que cette situation, bien cette rencontre, ce n'est pas le lieu de blanchir ouvertement sur les différents contours de la problématique du franc CFA? Qu'est-ce que les Africains veulent? La liberté. Okay. Moi, j'ai répondu à on obtient la liberté en faisant des colloques et des conférences? Tout a été dit sur le franc CFA. Alors, je dis une chose. En 2008 et 2012, nous parlions du franc CFA. Ces gens n'étaient pas encore là. Quand moi, personnellement, je faisais une conférence à Lausanne en 2010, je parlais du franc CFA, beaucoup de gens n'étaient pas encore réveillés sur la question du franc CFA. J'ai eu la formation du professeur Sanoumbaye, qui a écrit là-dessus. C'est lui qui a commencé ses travaux sur le franc CFA. En réalité, la question du franc CFA, il faut la laisser de côté. Parce que la question monétaire, la monnaie, n'est qu'un attribut de la souveraineté. À partir du moment où on n'a pas la souveraineté elle-même, la monnaie, tout ce qui se passe en Afrique relève du système colonial, que ce soit l'éducation, l'agriculture. Toute l'économie africaine est une économie qui fonctionne, qui a les veines ouvertes vers l'étranger, pendant que l'étranger nous livre les matières finies, les produits finis de basse qualité, avec un coût très élevé. Et au même moment, nous livrons les matières premières, d'une manière générale, de manière schématique. C'est comme ça que l'économie africaine fonctionne. Donc, la question monétaire est une question secondaire. Nous n'allons pas obtenir une monnaie libre et une monnaie qui favorise l'économie africaine tout en étant dans des cadres coloniaux. On ne peut pas avoir de monnaie sans avoir d'État. Il n'y a pas d'État, on me parle de monnaie. Donc nous, quand nous avions étudié la question du franc CFA, nous avons compris que c'est une question secondaire. C'est une question qui vient après la libération. C'est-à-dire la question géographique, la question de l'occupation de l'Afrique se pose avant la question de l'économie et de la monnaie. Donc, si on comprend bien, puisque c'est l'infrastructure, veulent toujours rester sous. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et je déplore vraiment, c'est que la galaxie, si on peut appeler ça comme ça, la galaxie des combattants, des patriotes africains, on a trouvé quelque chose de très facile à faire,
c'est taper sur le franc CFA du matin jusqu'au soir. Moi, je n'en parle même plus parce que moi, j'en avais parlé il y a 11, 12 ans. Et j'ai compris que ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu principal, il n'est pas là. Si la France a décidé, Donc, Nathalie, vous êtes de faire... Non, pas du tout. Si la France a décidé de faire cette retouche hein, et d'accompagner le processus du changement du franc CFA, c'est que les structures de base qui vont porter cette monnaie sont encore là. Et c'est pour ça que cette monnaie, on peut demain bâtir une monnaie africaine, l'imprimer en Afrique, lui donner un nom africain et tout. Ça ne réglera pas le problème de fond africain qui est que l'État colonial africain qui existe avec toutes les institutions que cet État porte, eh bien, la question monétaire n'est pas la question décisive. Je pense que Nathalie n'est pas totalement d'accord. Oui, non, pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur les conséquences, c'est-à-dire que quand comme l'a dit, que nous exportons des matières premières et nous importons des matières, des produits finis. Tout ça, c'est le résultat de la monnaie que nous utilisons ici. Nous n'avons pas la flexibilité. Nous n'avons pas la flexibilité qu'a par exemple le Ghana, qu'a par exemple le Nigeria, de rendre sa monnaie compétitive pour gérer son commerce avec l'extérieur. Nous sommes arrimés d'abord au franc et puis par la suite à l'euro, qui est la monnaie la plus forte, la monnaie forte européenne, avec lesquelles les pays même européens comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France même ont du mal à suivre, alors qu'ils sont à un niveau d'industrialisation qui est nettement plus élevé que le nôtre. Quand vous avez, pour gérer un pays, vous avez deux éléments pour gérer l'économie d'un pays. Vous avez le budget et vous avez la monnaie. Nous, avec le franc CFA, c'est comme si on a une personne qui est unijambiste. On avance uniquement sur le budget. On n'a absolument aucun moyen d'avoir une deuxième jambe, cette monnaie, et de pouvoir l'utiliser pour pouvoir rendre nos pays, les emmener sur la voie de l'industrialisation, les emmener sur la voie de la transformation des matières premières. Je ne suis pas non plus d'accord parce que je pense que la question monétaire est abordée depuis très longtemps. Elle a été abordée par Trinjang Puemi bien avant Sanoun Dia, et elle a été ensuite abordée par le professeur Mamadou Koulibaly qui écrit sur le franc CFA depuis les années 90. Malheureusement, on a seulement ces dernières années réussi à vulgariser cette thématique de la monnaie et de la rendre vraiment la dame au marché. Elle n'est pas économiste. Mais elle sait que la monnaie, ça ne l'arrange pas. Exactement. Avec ça, elle ne grandit pas. Donc pour moi, la monnaie n'est pas du tout une question secondaire. Notre aliénation à la France est basée dans l'économie sur la monnaie, qui a été d'ailleurs créée pour pérenniser la colonisation, l'esclavage et puis la colonisation. L'autre volet qu'on a dans ce truc, c'est la construction politique, effectivement. On a le volet militaire et on a le volet diplomatique. Donc pour moi, le franc CFA est très loin d'être un combat accessoire ou un combat annexe. C'est une des attaches majeures, une des menottes majeures qui nous tient dans l'appareil colonial, qui nous empêche de nous élever, de nous séparer, de faire nos propres erreurs, d'en payer nous-mêmes le prix, mais sans avoir à être maintenus dans la prison par le colon. Vous avez parlé de votre ami marocain tout à l'heure. Je voudrais dire que le Maroc faisait partie de la zone franc à l'époque. Voilà. Et les Marocains, tout comme les Algériens, les Tunisiens, les Cambodgiens, étaient tous dans la zone franc. Mais tous ceux qui sont sortis ont avancé. Tous ceux qui sont dedans, là, sont restés calés au même niveau. Ce n'est pas un hasard. C'est là où on a un problème. C'est que je comprends ce que Nathalie dit, mais en faisant cette analyse-là, beaucoup de panafricanistes et de combattants ne s'inscrivent pas dans une analyse systémique de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que quand on saucissonne le problème africain,
c'est-à-dire qu'on le découpe en morceaux, on va considérer que le franc CFA est une question. Le franc CFA est un problème, oui. Alors, mais si je vous comprends bien, vous êtes d'accord que le franc CFA n'est pas bien pour l'Afrique. Mais qui peut... On doit aller plutôt vers un combat avant de... Oui, c'est-à-dire que nous avons perdu la souveraineté. Hein, nous n'avons pas le pouvoir politique. Nkrumah disait, prenez le pouvoir politique, le reste vous sera donné de surcroît. Quand les Chinois voulaient détruire toute l'économie coloniale qui a été bâtie en Chine, les gens ne s'étaient pas levés en disant, allons d'abord changer la monnaie, travaillons sur la langue et tout. Les Chinois, ils ont compris une chose. Ils ont dit, notre pays, nous devons d'abord l'avoir pour complètement changer toutes les institutions qui sont là-dedans. J'ai compris. Donc, ça dit que là, on est en train de faire, on est en train de saucissonner les choses, et puis tout le cadre colonial reste. Et demain, à supposer qu'on ait une monnaie africaine autonome, avec les personnes politiques qu'on a, là, on va pouvoir faire quoi? Avec l'économie africaine, puisque la monnaie n'est qu'un instrument, un petit instrument de l'économie. Donc il faut changer tout le système. Tout le système doit changer. On va y arriver. C'est ça le fond du problème. On va y arriver. On va marquer une pause. Eh bien, ça se passe le 3xW-canalk.ch au studio avec moi, Nathalie Jambe, conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, qui a fondé le parti politique leader en Côte d'Ivoire. Comblan Pogli, secrétaire général de Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction totale de l'Afrique, également président de CTS. Le sujet d'aujourd'hui, le sommet France-Afrique, initialement prévu à Montpellier en juillet, a été repoussé au mois d'octobre prochain. Sommet France-Afrique, les Africains arriveront-ils à rompre avec le pacte colonial? Et c'est de ce sujet qu'il s'agit aujourd'hui. Pendant une trentaine de minutes, 40 minutes presque, on s'est dit, on doit la France. La France, la France, la France. Ça s'est revenu plusieurs fois. Maintenant, tout le monde le sait que c'est la France qui tient l'Afrique. Que devons-nous faire, Nathalie? Moi, je pense que en entrée, j'ai entendu Comblan parler des problèmes de la communauté togolaise de Suisse. Et je pense qu'au niveau panafricain, j'avais l'impression qu'il prenait dans ma bouche, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que nous avons identifié quel est notre adversaire, quels sont les combats qu'on doit mener. On sait aussi que des intellectuels africains sont aussi dedans. Hein. Ils sont mais tout combat, vous savez, quand vous allez à un combat, vous avez toujours des traîtres, vous avez toujours des... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de nous, les gens s'organisent et se réorganisent par rapport aux coups que nous pouvons leur porter, qui ne sont pas majeurs, mais qui les dérangent quand même, et que nous, de notre côté, nous en sommes encore à des combats individuels au lieu de nous organiser, nous aussi, pour construire un appareil qui sera beaucoup plus performant, beaucoup plus actif que nous ne le sommes aujourd'hui. Et malheureusement... Est-ce que la France n'est pas tellement maligne à nous diviser encore? Non, elle divise. Elle divise. C'est son travail. Diviser pour régner, c'est son travail. Mais on le sait. On le sait. Il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui comprennent. C'est vrai que souvent, comme on en parle depuis des décennies, on a l'impression qu'on a déjà tout dit, qu'on est en train de se répéter, mais il y a toujours des gens qui se réveillent au fur et à mesure, certes. Mais la France divise, mais ce n'est pas parce que la France divise. Dans la guerre, là, vous essayez toujours de diviser l'ennemi. Confucius nous a sorti, Sun Tzu, pardon, nous a sorti des thèses sur l'art de la guerre. La question, c'est est-ce que nous sommes suffisamment malins aujourd'hui pour savoir nous organiser en tenant compte des stratégies de l'ennemi et de là où nous voulons aller. Et malheureusement, je dois dire, je laisserai tout de suite la parole à Comblan, mais malheureusement, je dois dire que beaucoup trop d'ego, beaucoup trop de manque d'organisation, de manque de volonté, d'engagement. Quand on est à la guerre, là, le combat qu'on doit mener ne peut pas venir en 10e position dans les priorités de ce qu'on a à faire dans la journée. Et ça, malheureusement, je suis très déçue de notre capacité à vraiment passer de la théorie, de la théorisation à l'action maintenant concrète sur tous les plans, pour harceler notre adversaire et puis le mettre hors champ. Nathalie, vous voulez donner la parole à Comblan Pogli, mais moi je vais continuer avec vous, parce que Comblan Pogli va toujours rester avec nous jusqu'à 21h, 21h, 18h, 21h, 19h de GMT, de Lomé. Donc du coup, on doit s'organiser.
Oui. Il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'était justement un blanc. Je ne sais pas s'il est français, il est suisse, il est allemand ou pas. Mais ce monsieur parlait du français. J'ai entendu parler, j'ai entendu parler que oui, les Africains disent que oui, l'Afrique était riche, l'Afrique était riche. Alors, ce monsieur disait que oui, si vous avez des richesses, si vous avez des ressources minières, et que vous n'arrivez pas à transformer, alors vous n'êtes pas riche alors. Que répondez-vous à cela? Non, l'Afrique est riche. Je suis malheureusement dans l'obligation de lui donner raison d'une certaine façon. L'Afrique est riche, mais l'Africain est maintenu dans la pauvreté, justement par cette colonisation et ces différents chapitres. Tout est fait pour que l'Africain soit maintenu dans la pauvreté. Ils aiment l'Afrique, mais sans les Africains. Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je suis tout à fait Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Il dit seul la lutte libère. Alors est-ce que vous pensez que les Africains, certains Africains ont décidé de ne pas faire de ne pas continuer cette lutte de libération? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de résignation aussi. Peut-être les gens cherchent un peu la facilité. D'accord. Vous savez, c'est bien hein, quand on est sur les claviers et puis on écrit, on est combattant. Oui, ce que tu as écrit ou ce que tu as fait comme là, c'est bien. Oui, ce que tu fais, Nathalie, vraiment on est derrière toi, etc. Sauf que être derrière quelqu'un là, ça ne nous fait pas encore plus avancer. Que devons-nous faire? Alors, je vois qu'il y a des gens qui nous suivent. Hein. On a des milliers d'auditeurs. Ce sont des gens qui disent, ouais, Nathalie fait bien, à la dame de sauter, comme la Congolais, fait du. Alors, ceux qui nous écoutent, finalement, ils ont dit, on a tout fait, mais il y a toujours entre guillemets, le blanc qui est plus fort que nous. C'est ce que. Voilà. Alors. Je pense qu'il faut vraiment que nous arrivions à nous organiser. Il faut que nous arrivions à mettre chacun un peu les égos de côté et de se dire, construisons, fédérons-nous et construisons, parlons. Allons sur l'essentiel. Vous savez, quand vous menez une guerre, vous ne mettez pas toutes les personnes sur une seule ligne, tous vos soldats sur une ligne. Vous avez des gens en première ligne, des gens en seconde ligne, d'autres qui sont dans les montagnes, d'autres qui sont dans les tranchées, d'autres qui sont infiltrés chez l'ennemi, etc. Il faut qu'on arrive à organiser cette armée pour mener une guerre de libération. On est vraiment dans une guerre de libération. Et ça va nécessiter des hommes qui sont prêts à aller au combat. Ça va nécessiter des moyens financiers et c'est ce que je déplore, c'est-à-dire que nous avons en face de nous des adversaires qui ont les moyens des États. Ils puisent dans les fonds publics de chez eux, donc ils ont un truc infini. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir autant de moyens mais on a quand même besoin de gagner des guerres de communication, de gagner des guerres de lavage de cerveau, parce qu'il faut vraiment qu'on lave le cerveau de beaucoup d'Africains pour qu'ils sortent de ce paradigme occidental, colonial, dans lequel ils sont enfermés. Donc on a besoin de moyens. On voit des gens qui ont des moyens, mais qui décident de ne pas les risquer, de ne pas les mettre à la cause. On voit même des gens, quand on leur demande simplement d'être volontaires pour certaines actions, ou même d'aller simplement s'inscrire sur une liste électorale. Ah oui, mais bon, c'est vrai, mais moi, j'ai pas l'argent de taxi pour aller m'inscrire sur la liste électorale. Tu m'envoies l'argent. Mais on ne lutte pas, vous ne luttez pas pour faire plaisir à Sylvain, ou à Nathalie, ou à Kémy, ou à comme là, vous luttez pour vous-même, pour vos enfants. Conscience collective, conscience individuelle. Pour pouvoir devenir riche dans un continent qui est extra riche, vous luttez pour que vous soyez des hommes, des gens qu'on respecte, des gens qu'on regarde dans les yeux, des gens qui peuvent venir à une table de négociation et on les respecte. D'accord. Vous ne luttez pas pour nous faire plaisir, mais si vous avez décidé, et malheureusement, ce que vous voyez au Togo, je le vois dans la communauté ivoirienne, dans la communauté... C'est un peu... Et c'est pas seulement en Suisse, hein, c'est désorganisé. C'est dans toute la diaspora. Pourtant, la diaspora est une force. Regardez l'actualité. Vous voyez ce qui se passe entre Israël et la Palestine en ce moment. Mais vous voyez la force d'Israël, là. C'est sa diaspora. C'est les relations qu'ils bâtissent, c'est l'argent qu'ils envoient. Nous, là, on a une diaspora qui ne fait rien. C'est ce qui m'amène à poser cette question aussi très intelligente. Hein, une question très intelligente, hein, je vous dis. Hein, une question qui fâche aussi. Le problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Comme la police. Oui. Alors,
Moi, ce que j'observe... Cette question fâche. Oui, moi, ce que j'observe, c'est simplement que tout a été dit d'une certaine manière. Moi, je me rappelle, 2008, 2010, 2015, on avait fait beaucoup de vidéos, on avait prévu former des gens, les gens venaient vers nous. Après, moi, j'ai compris tout ça. C'est pas ça. Pas... Là n'est pas le combat. Tel qu'aujourd'hui, quand je vois un certain nombre de compatriotes reprendre les thématiques qui ont été développées 1000 fois, puis qu'ils en font, ils en font du buzz, parce que Facebook, WhatsApp, tout ça, c'est bien, on est une sorte de petit gourou, d'un petit groupe d'acclamateurs, d'adorateurs qui trouvent, ouais, super, combattant, bah, tout ça, ça ne mène à rien du tout. C'est-à-dire que le vrai problème, il est dans notre organisation et dans la prise du terrain. C'est là où on n'est pas présent. C'est-à-dire que la réalité, c'est que nous tous, nous agitons, mais il n'y a rien du tout d'organisé. Et c'est sur le terrain que se déroule la bataille. Et à chaque fois que des situations se présentent, à chaque fois que le peuple africain sort dans les rues au bout des élections ou bien fait des manifestations, on voit très bien la facilité avec laquelle ces mouvements sont anéantis parce qu'il n'y a aucun travail d'organisation, de tactique derrière. Il n'y a rien. Donc, c'est que moi, ce que j'observe, c'est que notre façon de faire ne s'inscrit pas du tout dans ce que j'appelle les lois de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'a pas indiqué au peuple dominé la voie électorale comme porte de sortie. C'est-à-dire qu'on va aller aux élections pour battre le système et prendre le pouvoir. Jamais. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple colonisé ne s'est sorti de sa situation avec ça. Deuxièmement, aller au dialogue avec le pouvoir. Ces choses-là n'ont jamais existé dans l'histoire. Il n'y a qu'en Afrique que je vois des choses comme ça, où les Africains sont contents d'ailleurs, beaucoup d'Africains sont contents de ces choses-là. Troisièmement, appeler aux réformes. Donc, on va dire, il faut qu'il fasse des réformes, il faut qu'il fasse des réformes. On ne réforme pas l'esclavage, on ne réforme pas la colonisation. La réforme n'existe pas dans le cadre colonial. On ne réforme pas une dictature. On ne réforme pas une tyrannie. Et donc, le problème que nous avons, c'est le problème de la lutte de libération. Et poser la question de la lutte de libération, parce qu'aujourd'hui j'entends cette notion, ça fait plusieurs années que le Moltran a dit cette notion, l'a imposée comme concept autour duquel nous devons travailler. Et poser la question de la lutte de libération, c'est d'abord poser la question de la théorisation de cette lutte-là. Et sur ce plan-là, je ne vais pas trop couper parce que dans la deuxième partie, on va beaucoup parler de ça. Mais sur ce plan, je vois qu'il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de théorie de la lutte de libération en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques personnes, les gens comme les Nkrumah, les Mao Mao, quelques prédécesseurs avaient, eux, compris ce que c'est que la lutte de libération parce qu'eux étaient en face du colon blanc à l'époque qui était là physiquement, par ces substituts que sont aujourd'hui les dictateurs africains. Donc ces gens avaient théorisé quelque chose et aujourd'hui je vois qu'on s'agit dans tous les sens. On va prendre des thématiques, par exemple, quelqu'un s'empare du franc CFA, l'autre parle de l'occupation militaire de l'Afrique, un autre parle de l'école. Tout ça, on n'a pas enjancé. Le problème, la théorisation, c'est l'agencement de tous ces problèmes-là pour systématiser la domination de l'Afrique. Et en fonction de ces systématisations, on développe les armes que ce système-là nous impose comme réponse appropriée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse appropriée à apporter au problème que nous avons. D'accord. Oui? Natayam, on parle d'organisation. On va quand même en parler, puisqu'il faut. On ne peut pas s'organiser sans avoir... Exactement. Où est le plan de combat? Où est notre plan de combat? Il n'y a pas. Je me permets, juste, Nathalie disait au début ce qui se passe à Lomé avec Kakonou Boupo. Très bien, très bien. Tu n'es pas allé à Lomé? Très bien. C'est bien, c'est digne, c'est bien, tu as expliqué ta position, très bien. Mais au-delà de ça,
Où est notre contre-sommet? Il est où? Il est où on est dessus. Il est où notre contre-sommet? C'est la question. C'est bien ta question. Je pense que, comme tu as posé une question, je pense que... On est dessus. Je pense que c'est la même question que je voudrais poser. Que devons-nous faire concrètement? On s'indigne beaucoup. Alors, moi je vais poser une question qui peut encore fâcher. Les populations ont toujours compris que oui, nous sommes dominés par les dictatures après la France. On se mobilise en Guinée-Conakry, tout récemment en Côte d'Ivoire, au Togo, mais on les réprime. Il y a des activistes, il y a des civils qui disent que oui, les mobilisations ne suffisent plus parce que face à cette mobilisation, il y a toute une amarta de répression. Que doivent faire concrètement les peuples africains? Non, je pense qu'il y a tout, et effectivement, il faut penser la lutte de libération. D'accord. Et quand vous avez pensé, et c'est pour ça que je tiens à rassurer comme là, c'est-à-dire que j'ai parlé de Lomé, mais j'ai déjà annoncé que nous sommes en train de travailler sur autre chose. Mais Lomé, c'est un épiphénomène, c'est rien du tout. C'est un épiphénomène. C'est vrai que les gens se focalisent là-dessus, mais c'est un épiphénomène dans le grand carcan de problèmes auxquels nous devons faire face. Donc si je comprends bien, tu n'as pas fait entre guillemets du boucan sur le... Non, mais enfin, le boucan, c'est eux qui le font là-bas. Moi, j'ai fait ma petite vidéo pour dire pourquoi je n'irai pas. Voilà. Ça a créé un boucan chez eux, mais ça, c'est leur problème. Ça ne me gêne pas plus que ça. Je pense que nous avons vraiment besoin de nous organiser. Je suis pas d'accord avec tout ce que, comme l'on dit ce soir, mais je suis d'accord avec lui sur une chose. Il va falloir considérer tous les moyens pour se libérer. Et quand on dit ça aujourd'hui, on a peur de se retrouver à La Haye, exporté à La Haye ou un truc comme ça. Mais vous avez en face de vous un système qui est hyper violent, hyper décidé, qui a beaucoup de moyens et qui vous piétine jusqu'à n'en plus finir. Quand on voit ce que c'est pas tout récemment au Tchad. Et si, alors ça c'est vraiment, si on n'arrive pas à ce moment-là à s'asseoir et à dire, ok, qu'est-ce que nous voulons? Quel est notre objectif final? Qu'est-ce que nous voulons et quels sont les moyens que nous mettons à notre disposition pour y arriver? Avec quel agenda? On va rester dans ces discussions inutiles et dans 20 ans, 30 ans, d'autres seront assis dans un studio Canal Z, cette fois-ci, et tiendront les mêmes discours que nous. À un moment donné, il faut que chacun fasse sa part. Il y a une lutte qui doit se faire. Elle nécessite des gens déterminés, des gens qui sont stratégiques, qui sont tactiques, qui pensent une doctrine, qui la transforment en politique, qui établissent, qui se donnent les moyens de mener le combat et qui y vont avec décisivité. Et je pense que quand je le disais dernièrement, c'est dans cette phase-là que je suis en train, moi personnellement, de travailler. J'essaye on ne pourra pas, j'ai vu comme l'un au départ qui se plaignait qu'on fasse des sommets France-Afrique, c'est des choses qui me reviennent souvent, France-Afrique ou Russie-Afrique, pourquoi c'est un pays et un continent. À un moment donné, il faut qu'on se regarde quand même vraiment dans le miroir et qu'on sache que ce n'est qu'en étant intégrés que nous pèserons sur le plan mondial. Non, il y a une chose, écoutez, vous ne pouvez pas, un continent qui n'a pas résolu ses problèmes domestiques, qui ne peut pas peser sur la scène internationale. Non, mais c'est clair, c'est une évidence. C'est pour ça que tout ça, c'est à la fois, c'est triste, c'est tragique et comique à la fois. C'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. C'est bien. Mais la réalité, c'est que si nous voulons que les choses changent, il va falloir d'abord identifier ce qui est notre problème, parce que je constate malheureusement qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas encore compris que nous sommes encore dans la colonisation, et que partant de cette première analyse, ce que l'histoire a indiqué au peuple dominé, c'est pas ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que les petites incitations sur Facebook Live, chacun veut se faire voir, qu'on dise que c'est lui qui fait quelque chose, c'est pas ça. Tout ça, c'est amusant. Ça amuse même le système. C'est-à-dire que nous ne contrôlons rien du tout. Chacun fait son petit show, son petit malin, et puis tout s'arrête là. Si nous voulons faire quelque chose de manière sérieuse, il va falloir tout d'abord identifier parmi nous qui sont les penseurs, qui pensent réellement les choses. Deuxièmement, on n'a pas besoin forcément de reprendre
ou bien voilà, de reprendre les choses qui sont déjà pensées, mais dans une logique de rassemblement, rejoindre les gens qui ont déjà pensé les choses. Peut-être qu'il y a des failles dans leur pensée, mais les rejoindre, pas créer une autre chose, et puis s'exciter aussi, et puis toi aussi tu finis par t'éteindre, d'autres personnes aussi se lèvent et vont reprendre les mêmes thématiques. Je pense que Nathalie a dit tout à l'heure la même chose. Et donc, ça dit qu'il va falloir qu'on se rapproche les uns des autres, et puis le travail véritable, c'est sur le terrain. Et ça se fait, et ça doit se faire dans le silence, dans la discrétion, dans le sérieux de l'organisation sur le terrain. Ça se fait que dans le silence, dans le voilà. On va y arriver, hein, doucement, on va y arriver. Nathalie, on a encore 10 minutes pour vous libérer. Merci quand même d'être venu au studio Radio Canal K. Moi, personnellement, je suis très content. La rédaction de FSA Canal K a voulu dire, hein, ça veut dire le combat continue à vous l'été. Donc, là, on a vu au Mali, on a vu au Sénégal, on a vu un peu partout dans certains pays africains les mouvements anti-français. Les Africains se sont soulevés. Hein, ils ont brûlé des drapeaux français. Là, on a compris que l'Africain est en train de comprendre les choses. Mais on s'amuse aussi beaucoup. Vous, personnellement, vous avez fait beaucoup de vidéos pour faire comprendre aux Africains, nous devons nous mobiliser, nous devons faire ça et ça. Mais jusque-là, on ne va pas là, on va pas quand même le bout du tunnel. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous n'êtes pas tellement déçus? Oh, bon, il y a des moments où on se dit qu'on est un peu en train de prêcher dans le désert. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on fasse, nous, notre introspection. C'est vrai qu'on répète les mêmes choses depuis très longtemps. Mais peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'elles n'ont pas été bien expliquées. Et puis, il y a toujours de nouvelles personnes qui entrent dans le train. Tout le monde n'est pas entré à la gare de Arao. Il y a des gens qui vont entrer plus tard, et puis, etc. Donc, il y a toujours un besoin d'explication. Je pense que il faut vraiment pas prendre ce qui se fait sur les réseaux sociaux comme étant la finalité d'un combat, parce que là, on est complètement HS, quoi. Vous avez des millions de followers ou des centaines de milliers qui vont vous dire que vous êtes super, vous êtes génial, vous êtes ceci, mais dans la réalité, peut-être que nous qui sommes peut-être un peu plus en avant dans cette lutte-là, nous avons le devoir, et c'est ce qui me sort certaines fois de mes périodes d'un peu de découragement, nous avons le devoir de penser à un cadre à offrir à ces gens-là qui ont envie, mais qui ne savent pas comment ils peuvent aider, comment ils peuvent contribuer, parce que nous n'avons effectivement pas encore pensé de façon intrinsèque notre lutte, les moyens qu'on va se donner, etc. Et donc, certaines fois, certes, un peu de découragement, mais ça dure jamais vraiment très longtemps parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient m'énerver pour me sortir de mes questionnements. Et je ne rejette pas entièrement la faute toujours sur ceux qui ne nous suivent pas. Je pense que nous qui sommes plus en avant dans les lignes avant, avons besoin aussi de nous remettre en question et de voir si notre message ne passe pas, si on n'arrive pas à mobiliser autant qu'on le veut. Peut-être qu'il faut qu'on change notre façon d'aborder le problème et j'en suis là en ce moment de dire qu'il faut absolument que nous arrivions à donner un cadre à ce mouvement de libération. Là, je suis tout à fait d'accord avec Connan. C'est-à-dire que pour moi, je parle toujours de colonisation. Il y a toujours des gens qui viennent vous dire après, post-colonie, etc. Moi, là, vraiment, on est dedans. On n'a qu'à dire que nous sommes des enclos coloniaux. On va conclure. Mais ça, c'est le départ. C'est le départ. Si vous n'acceptez pas que vous êtes en colonie, si vous êtes toujours en train de penser ou de dire que non, les colonies se sont terminées avec l'acquisition des indépendances, bon, là, vous n'allez pas arriver quelque part. Tout à fait. Nathalie, on va le comme la Poglé, vous serez encore avec nous pour au moins 5 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, Nathalie, puisqu'elle va conclure l'émission. Allez-y. Pour moi, il est clair que pour le moment, on ne mène pas une lutte de libération. C'est-à-dire qu'on est dans l'indignation, dans l'agitation. Oui, mais non, parce que le travail réel de libération, il ne se fait pas comme on est en train de le faire. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je me retire parce que tout ça, c'est bien. Mais c'est pas ça. C'est que le travail de la lutte de libération, c'est une lutte populaire.
c'est un travail qui se mène au contact du peuple africain. Nous sommes dans la diaspora aujourd'hui. Nous sommes loin du continent. Et cela demande une autre réflexion, une autre façon de faire les choses. On peut tout lancer des appels, dire « ouais, soulevez-vous, indignez-vous, organisez-vous », mais où est le cadre, où est ce que nous-mêmes nous sommes donnés comme outil? C'est qu'aujourd'hui, Nathalie savait que j'existais. Je savais que Nathalie existait. Mais on n'a jamais, il faut être honnête. On n'a jamais. Il faut dire merci à Canal Créa. On ne fait pas de rencontre entre nous. On ne s'aime pas, on refuse de reconnaître aux uns aux autres leur capacité. On est dans l'agitation, dans l'excitation, dans le matu-vu. Et puis on dit qu'on lutte. Non, on ne lutte pas encore. La lutte de libération de l'Afrique n'a pas encore commencé. En tout cas, avec la génération que nous représentons aujourd'hui, on n'a pas encore commencé cette lutte de libération. On est dans des agitations stériles. D'accord. Alors Nathalie, vous allez clôturer ce débat, la toute première partie de ce débat panafricain. Le sommet France-Afrique, initialement prévu à Montpellier en juillet, a été repoussé au mois d'octobre prochain. Sommet France-Afrique, les Africains arriveront-ils à rompre avec le pacte colonial? Le mot est posé, hein, pacte colonial. Hein. Rodrigue l'a dit, tu l'as dit aussi Nathalie, nous sommes toujours dans la colonisation. Hein. Donc, que devons-nous faire? Quoi faire concrètement? On va se répéter, Oui, et il y a des auditeurs qui nous écoutent, il y a sur notre page Facebook, on nous suit. Qu'est-ce que tu as dit concrètement aux Africains? Non, je pense qu'il y a, vraiment une nécessité d'organiser la lutte. Je pense que notre lutte est multiforme. Il n'y a pas seulement une façon de lutter. Il y a il y a une stratégie, il y a une vision à avoir, une stratégie à développer, des tactiques ensuite à développer derrière. Vous appelez à la conscience collective? J'appelle au sursaut, j'appelle au fait de dire que l'indignation ne peut pas se résumer à écrire sur son clavier qu'on est indigné. À un moment donné, il va falloir passer aux actes. Et les actes sont multiformes aussi. Il y a de tout dans un combat. Mais au début, il y a d'abord ceux qui doivent penser le combat. Ensuite, vous allez prendre des soldats qui vont aller au front, vous allez prendre d'autres qui vont faire de l'agitation, qui est utile aussi dans ce combat-là. Nous sommes dans une phase d'éveil. Je constate avec beaucoup de surprise que des choses qui pour moi, tout au moins, me paraissent évidentes depuis plusieurs décennies, sont comme découvertes par certains aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça se passe. Montpellier, le pacte colonial ne sera rompu, ne sera déchiré, ne sera jeté, brûlé, que lorsque nous aurons réellement décidé que c'est une lutte, que c'est une guerre de libération que nous menons. J'utilise toujours ce mot de guerre et de lutte parce que les gens ont l'impression que c'est en restant chez eux que ça va faire changer quelque chose. Vous savez, quand Macron a annoncé à Abidjan, juste après que j'ai été expulsée à Abidjan, les petites réformettes du franc CFA, c'est-à-dire on va vous rapatrier une partie de votre argent. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit ouais, le combat a porté, etc. Et j'étais sidérée parce que je me suis dit mais vous ne voyez pas qu'il n'a fait qu'une petite réformette à côté et vous ne pouvez pas attendre de celui qui profite du système que ce soit lui qui renonce aux choses qui entretiennent ce système. Je vous donne une anecdote que je ne pense pas avoir déjà racontée à quelqu'un. Allez-y. Mais la veille de l'arrivée de Macron en Côte d'Ivoire, en 2011, il y a des gens du Quai d'Orsay qui avaient souhaité me rencontrer. J'avais refusé. Finalement, ils ont dit que je pouvais choisir le lieu, etc. J'ai choisi le lieu, je suis allée les voir, ils me disent « Oui, vous savez, le président Macron va faire une annonce qui va vous plaire. » Je n'ai même pas laissé finir sa phrase. Je lui ai expliqué « Monsieur, rien de ce qui sortira de la bouche d'Emmanuel Macron ne va me plaire. Parce que ce à quoi moi j'aspire, c'est quelque chose qui viendra de la bouche des Africains. » C'est ce qu'on appelle un vrai intellectuel africain. Non, c'est ce qui viendra de la bouche des Africains. C'est nous qui décidons, c'est pas vous qui nous donnez. Le lendemain, je voyais Macron à la télévision en train de dire le franc CFA est mort. Tout ça parce qu'on a gâté le nom de son CFA, mais le système est toujours vivant. Je veux que chacun le sache. Nous sommes des colonies politiques. Sur le plan politique, nous sommes des colonies. Sur le plan monétaire, économique, nous sommes des colonies.
en face de nous, nous sommes en guerre, sans armée, face à des gens qui utilisent tous les moyens nécessaires pour nous maintenir en servitude. Si vous ne comprenez pas qu'on ne gagne pas une guerre en restant assis chez soi à se dire « Ouh là là, c'est la guerre », ou à dénier le statut de la guerre, alors nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants seront encore là en train d'en parler dans 10, 20, 30 ans. Merci beaucoup. Rodrigue, vous avez une minute juste, on va la libérer. Oui. La seule arme dans une lutte de libération, c'est le peuple, c'est les masses populaires. Et je redis encore une fois ici que là où nous avons lamentablement échoué, c'est que nous ne sommes pas en communion, en communication avec notre peuple sur le terrain pour le structurer, le former, l'armer, lui donner une vision stratégique des choses avec des tactiques. Hein? Et ça nécessite de la discipline, déjà dans nos propres rangs, de l'organisation, de la capacité que nous aurons à identifier qui peut faire quoi, c'est-à-dire dans la répartition des tâches. Telle personne peut penser, telle personne peut mobiliser, telle personne peut agir, etc., etc. Et puis les facteurs, au-delà des facteurs objectifs, il y a les facteurs subjectifs, c'est-à-dire la capacité, en tout cas ce qu'on appelle les sentiments humains, la peur dans nos rangs, le sentiment d'aller à l'échec, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle la guerre psychologique. Et donc, tous ces éléments-là, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous devons travailler. Exactement. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. C'est ça la vérité. On a encore eu des cours rien du tout. De cette lutte de libération. Pour le moment, on s'amuse. Je suis obligée de prendre congé. Exactement. Nathalie, merci encore une fois d'être venue au studio de Canal K et de Radio Avolete. Hein. Je l'ai dit en début d'émission, vous êtes conseillère exécutive de professeur Mamadou Koulibaly et qui a créé le parti politique leader Liberté et Démocratie pour la République. Donc la Côte d'Ivoire se porte très mal aussi en termes de démocratie. Dommage, mais je pense que vous allez revenir très bientôt dans ce studio puisque nous sommes des panafricains et des vrais panafricains pour réfléchir comment reconstruire l'Afrique. Nathalie, merci, on vous accompagne avec... Je sais que vous aimez beaucoup d'artistes africains, mais Thierry Ndiaye a chanté une chanson que j'admire beaucoup, La France-Afrique. On l'écoute et on vous accompagne. Merci.